Alors il est d'usage, en général, Marie-Gaille, de distinguer, ou plus exactement d'identifier l'éthique et la morale, de les employer comme des termes synonymes. On parle d'éthique comme on parle de morale. On dit j'ai mon éthique, j'ai ma morale. D'en faire des synonymes. Et pourtant, il y a des différences qui non seulement existent, mais qui surtout sont cruciales. Et je voudrais, vous qui avez travaillé sur ces questions-là au CNRS, à qui on doit un livre intitulé « La valeur de la vie », paru aux Belles Lettres, sur les questions de bioéthique, dont on va parler aussi, je voudrais vous proposer une première distinction, savoir ce qu'elle vaut, à savoir que l'éthique se distinguerait de la morale dans la mesure où, à la différence d'une morale qui, en un sens, vivrait dans le monde des valeurs absolues, inconditionnées, indiscutées, du bien et du mal, pour le dire de façon très schématique, l'éthique s'occuperait davantage du monde pratique, de la vie quotidienne, en somme, naviguerait à vue. Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut le dire, on le dit. Personnellement, je n'ai pas tellement usage de cette distinction, sauf à des fins, je dirais, pédagogiques, pour effectivement évoquer à travers l'idée d'éthique des problèmes concrets, l'idée d'une réflexion, d'un cheminement, d'une interrogation. Et par ailleurs, en utilisant l'idée de morale pour renvoyer à une tradition conceptuelle ou philosophique. Mais elle vaut en français, cette distinction, elle n'est pas présente dans toutes les langues et elle a ses partisans. Je pense qu'elle est en partie arbitraire si on la raccroche au mot. C'est important d'avoir l'idée d'une interrogation et je pense que d'une certaine manière, des réflexions qu'on a qualifiées de morale véhiculent aussi cette idée d'un cheminement et d'une interrogation. Il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a la concrétude, le caractère concret d'un problème qui permet de qualifier donc une position éthique éventuellement et le caractère interrogatif. C'est vrai que quand on est dans la morale, d'une certaine manière, là encore, si je persiste dans cette distinction pour l'instant, quand on est dans la morale, on est moins dans l'interrogation que dans le fait de faire valoir des valeurs qu'on ne questionne pas en elles-mêmes et dont on mesure le degré éventuellement d'application au réel. Ici, avec l'éthique, on est constamment dans un questionnement renouvelé par rapport à des situations qui en elles-mêmes sont toujours différentes. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on fait appel à un philosophe en lui disant « vous êtes philosophe moral », en général, on attend de lui qu'il nous dise ce qu'il doit en être. Des normes, une ligne de conduite, un chemin à suivre, etc. Ce qui va de pair, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, avec une définition de la philosophie comme recherche d'un sens. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on peut l'articuler de façon à mettre plus ou moins fortement l'idée d'une interrogation et d'un cheminement. Parce que Socrate disait que la vie ne vaut pas d'être menée si elle n'est pas interrogée, si elle n'est pas réfléchie, n'a pas de sens sans cette interrogation. Et c'est quelque chose qu'on peut interpréter ou dans le sens de l'éthique, avec l'interrogation, le cheminement, ou alors dans le sens de cette morale qui viendrait nous dire comment la vie doit être menée. Évidemment, quand on est dans une position morale, on a face au monde comme il est, ou comme il devient plutôt, bien souvent uniquement la ressource de l'anathème, ou de la déploration. Le monde n'est pas à la hauteur de la morale qu'on voudrait qu'il suive, ou à laquelle on voudrait qu'il obéisse. Quand on est dans un questionnement éthique, on est davantage dans un rapport immanent au réel, proche du réel. Tout à fait. Et effectivement, je dirais que dans un premier temps, la morale, c'est un monde plein de passions. On peut s'insulter, on peut être en désaccord très profond. C'est un monde d'anathème, comme vous l'avez dit. L'éthique, spontanément, on va la rapporter à quelque chose où on va accepter d'écouter la parole de l'autre, écouter son point de vue et débattre. Voilà. Ce qui suppose donc une certaine position d'humilité, quand même. Ah, tout à fait. D'humilité et donc assumer le fait. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé cette émission, on commence cette émission avec cette image, une photo de Kiarostami, d'Abbas Kiarostami. On commence avec l'image. Tout simplement, l'image, on peut imaginer que quelqu'un est dans sa voiture et regarde comme ça la route, mais qu'il navigue à vue, littéralement.
Tout à fait. En fait, cette image, elle est tirée d'un livre vraiment magnifique, Pluie et vent, où Kiarostami a pris son volant et a fait toute une série de photos en conduisant, mais effectivement des photos marquées par le flou provoqué par la pluie et le vent. Et cette photo, elle évoque très bien une forme de posture qu'on peut avoir quand on commence à réfléchir en éthique. On n'y voit pas grand-chose, on ne voit pas clair. Mais on avance quand même, malgré tout. Il est en train de conduire, mais on n'y voit pas clair. Il y a quelque chose comme peut-être l'idée de la morale provisoire de Descartes. On ne sait pas très bien sur quel principe s'arrêter, mais il faut bien avancer. Mais il faut avancer avec toujours cette idée d'une interrogation, d'un flou, d'un doute. Alors, ce flou et ce doute, ils vont porter sur énormément de choses. Ils vont porter sur d'abord pourquoi j'avance telle ou telle conviction morale. Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une intuition? Ou est-ce que c'est un argument? Mettons que le statut de la conviction morale soit l'équivalent des feux de détresse ou des feux arrière de la voiture qu'on imagine devant. Voilà. Et ces petits points rouges, il y a une forme d'irradiation autour parce que quand on est confronté à des questionnements concrets, donc on va renvoyer à l'éthique, tout à coup, on les voit encore, mais on ne les voit plus vraiment bien, ils ne nous guident qu'à moitié, et tout autour, il y a d'autres éléments qui vont rendre la situation beaucoup plus complexe que celle qu'on croyait. Vous avez parlé de morale provisoire. Rappelons que Descartes construit une morale par provision dans son discours de la méthode, qui est une morale, en fait, qu'il élabore en attendant de trouver une vérité qui permettrait de fonder une morale, elle, définitive. Qu'il ne trouve jamais, d'ailleurs. Il ne trouve jamais. Ce qui est intéressant, c'est que la morale de Descartes est provisoire comme la vie. Elle le reste. Elle-même est provisoire. De sorte que on pourrait ici parler, à propos de morale provisoire, d'éthique, justement, ou d'éthique définitive. On est définitivement dans l'éthique, puisqu'on ne peut pas sortir d'une morale provisoire. Dans cette image, il y a deux éléments, me semble-t-il. On a vu, donc... on entrevoit les feux arrière de la voiture. Et il y a également... le fait que le paysage est opacifié par cette vitre, le dessin des gouttelettes, qui invite d'une certaine manière à ne voir pas plus loin que le bout de son nez. Oui, on peut avoir cet effet, être un petit peu désarçonné, en fait, effectivement. Alors, ne pas voir plus loin que le bout de son nez, ça veut dire effectivement avoir un champ de vision très réduit. On ne comprend plus très bien ce qui se passe, on ne sait plus comment analyser une situation, mais ne pas voir plus loin que le bout de son nez, ça peut aussi vouloir dire qu'on n'arrive pas à dépasser sa conviction première, forte, et à entendre ce que dit l'autre, tout en étant sur la route, et donc avec cette idée qu'il faut bien aller de l'avant. Mais ce qui pose le problème de l'absence de certitude. Quand on est dans l'absence de certitude, on peut être à la fois dans l'humilité de celui qui ne sait pas, comme dans l'arrogance de celui qui remplace une certitude par un dogme. Oui, certains vous diront très souvent, dans la vie, il y a des évidences, où c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Alors je pense qu'effectivement, peut-être que ce qu'on rapporte à l'éthique, et la force de l'éthique, c'est de dire qu'il n'y a pas d'évidence dans la vie, et qu'il faut accepter d'être sur un chemin grévé d'incertitudes. Et ce chemin grévé d'incertitude est également un chemin grévé de cas particuliers, de cas singuliers. Une position éthique impose, d'ailleurs, il y a une étymologie ici qu'il faut mettre en valeur. L'éthique, en grec, vient de ektos, c'est-à-dire d'un caractère ou d'une disposition d'âme. Et cette définition de l'éthique, ce sens qu'on donne à l'éthique, renvoie justement à la singularité d'un individu pris dans le flux de l'existence, qui doit à la fois faire la part de sa position particulière et en même temps de l'envie qui serait la sienne de rationaliser, comme on dit les choses. Cette disposition, comment le dire, cette façon singulière d'envisager les choses impose donc à la fois l'humilité, mais également la nécessité d'évoluer par rapport à des cas concrets. Ici, on est devant une photo de Teresa Anderson. Teresa Anderson, dont je ne connaissais pas l'existence avant de préparer cette émission. Pourtant, gagne à être connue, elle était mère porteuse de quintuplet. Et ce qui est ici bouleversant, puisqu'on va parler évidemment du cas particulier de la mère porteuse, de la GPA, la gestation pour autrui, ce qui est ici bouleversant, me semble-t-il, avant de rentrer dans le détail de l'argumentation pour ou contre la gestation pour autrui, c'est le regard de cette femme. Tout à fait. Il y a le regard qui, à la fin, spontanément, on peut dire que c'est un regard déchiré d'une certaine manière. Elle transmet l'enfant
il faut le relier à sa main, elle transmet l'enfant, elle ne le verra sans doute plus. Jamais, elle l'a porté pendant 9 mois. Beaucoup de choses sont dites effectivement dans ce regard. Mais c'est aussi presque comme une peinture de la Renaissance italienne, hein, à mettre en rapport avec les autres regards. Ils sont orientés différemment. Certains, on les sent réjouis, certains, on les sent appliqués dans leur travail, parce que la naissance de cet enfant, elle a mobilisé toute une équipe. Et puis voilà, l'enfant, il est né, il va partir, et on va sortir de la photo, il va apprendre à vivre dans une autre famille que celle de Teresa Anderson. Il y a fort à parier que Teresa Anderson, à cet instant, du moins c'est ce que son regard semble dire, est triste. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, vraisemblablement, d'une déchirure, d'une véritable séparation. Se pose ici, alors cette fois-ci en termes très concrets et bioéthiques pour le coup, la question de la mère porteuse, de la gestation pour autrui. Pour le dire rapidement, hein, Marie-Gaille, il y a des arguments favorables à la gestation pour autrui, d'autres qui permettent de la désapprouver. Ceux qui sont pour, ou ceux qui en tout cas voudraient que la loi s'en occupe, constatent, position d'Elisabeth Badinter par exemple, que c'est un fait. Déjà, ça c'est un premier point très important. C'est un fait, comme pour l'avortement, c'est un fait. Donc il est important à cet égard que la loi s'en empare plutôt qu'elle adopte une position de l'anathème moral qui consisterait à dire, eh bien non, ça n'est pas bien, donc que ça soit un fait ou pas, peu importe. Il faut tenir compte du fait que c'est un fait. Ça, c'est le premier point. L'autre point étant que, face à ce fait-là, il y a aussi la question du sentiment de la maternité, si vous voulez. Le sentiment est complexe. Et on peut tout à fait considérer qu'une mère est celle qui élève l'enfant plutôt que celle qui, littéralement, lui donne le jour ou qui le porte. En revanche, opposés à la gestation pour autrui sont ceux qui disent qu'il y a une marchandisation possible du corps humain et qu'il n'est pas indifférent pour un nourrisson d'être dans le ventre d'une femme plutôt que d'une autre. C'est indécidable. Comment fait-on dans ces cas-là? Comment réfléchit-on là-dessus?